fin des années 80, j'ai lu une bio de Bernard Tapie. Et à l'époque, c'était assez extraordinaire quand même ce que cet homme avait fait en démarrant, en vendant des télés à la sauvette, alors qu'il était devenu un des très grands patrons, je dirais, sous les projecteurs français. Et bon, c'est peut-être pas très gentil, mais je me suis dit, si lui a réussi ça, j'ai peut-être mes chances. J'ai pas fait d'étincelle dans mes études, j'ai raté 2 fois le baccalauréat. J'ai quand même réussi après un peu en semi-autodidacte à faire de l'informatique au tout début des années 80 avec la micro-informatique qui démarrait. Et comme tu l'as dit, embauché dans une start-up qui à l'époque faisait du Minitel, d'un grand monsieur je dirais, de l'Internet et du Minitel. Je lui rends hommage, Pierre-François Grimaldi. Après le Minitel, il a fondé un truc qui s'appelait eBazaar, qui a été racheté par eBay dans les années 2000. Et il fait partie de ceux qui ont dû partir, malheureusement pour lui. C'est son choix en Belgique, très très tôt. Très très tôt. Mais en fait, il m'a quand même... les 3 années que j'ai passées avec lui ont été énormément formatrices. Et c'est vrai qu'un jour, il m'a opposé un refus. Il a refusé que je prenne des parts dans la boîte, alors que quand même, j'y contribuais beaucoup. Et ça a été mon déclic, et je me suis dit, bon ben, je me lance. Et je me suis d'autant plus lancé que Corinne, mon épouse, on venait d'avoir notre premier enfant, et je suis rentré à la maison, je lui ai dit, allez, je veux créer ma boîte, et elle m'a dit, vas-y, fonce. Et ça n'a pas de prix. Voilà. Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que le Minitel, c'était un business model, je dirais, incroyable. Il suffisait de mettre, entre guillemets, un peu n'importe quoi en ligne. Le Google de l'époque, c'était l'annuaire de France Télécom des sites Minitel. Alors, pour être en tête, il fallait s'appeler AAAAAA IMO. Après, si tu voulais faire de la rencontre, c'était AAA Rencontre. Et du voyage, c'était ABC Voyage. Donc, naïvement, on a démarré comme ça en ayant compris des choses aussi simples. Hein, c'est donc le SEO de l'époque était vraiment facile. Et ce qui fait qu'en créant ma première boîte, France Télématique Diffusion, avec 50 000 francs à l'époque, pareil, 3 ordinateurs, 2 associés, pas de rémunération pendant 6 mois, on a lancé des trucs sur le Minitel et très vite, les gens sont venus dessus, le temps passé faisait que ça nous rémunérait. Et la magie du Minitel a fait que la boîte s'est autofinancée très très vite. Je n'ai pas eu besoin d'aller lever des fonds, ni d'aller voir les banques, ni rien. Et le Minitel, donc de 92 jusqu'aux années 2000, ça a été 8 années formidables où c'était une sorte de laboratoire de R&D où on a pu tester tout ce qu'on pouvait mettre en ligne avant l'Internet, parce qu'on ne savait même pas que l'Internet existerait à cette époque-là. Et on a identifié comme ça les annonces immobilières avec le 3615 Se Loger. Promo vacances, bon, bah, c'était à l'époque il y avait aussi des griff tours pour ceux qui s'en souviennent, donc c'était partir en voyage avec des offres discount à la dernière minute. Donc c'était malin, ça n'existait pas, ça plaisait beaucoup. Donc 3615, 3617 promo vacances. Et puis à côté de ça, on avait fait, comme tous les autres, un peu de rencontres. 3615 j'embauche aussi, les petites annonces d'emploi. Enfin bon, on a vraiment touché à tout. Et ce qui fait que, alors je ne sais pas si je vais plus loin, mais donc arrivé dans les années 2000, on est déjà une boîte, on va dire un éditeur online. On fait déjà de l'Internet parce que dès 96, tous nos contenus, Se Loger, promo vacances, etc., on a tout mis sur Internet parce qu'on se disait ça semble être l'avenir, même s'il n'y a pas de business model, même s'il n'y a plus de rémunération au temps passé dessus, de toute façon... on ne va pas laisser regarder le train passer, donc on fait de l'Internet. Et ça rejoint ce qu'ont dit les précédents entrepreneurs, c'est que là, il fallait réinventer le modèle, donc être très innovant, savoir s'adapter. Et donc on est dans les années 99-2000, et je vois plein de startups. Alors, j'ouvrais le journal tous les matins, le journal du net qui démarrait à l'époque, et... Imo Street avait levé 15 millions d'euros, 1, 2, 3 Imo. Dans le voyage, il y avait eBooker, il y avait Travel Price. Enfin bon, il y en avait plein. Les mecs levaient plein d'argent, alors qu'ils n'avaient encore rien fait. Ils avaient à peine un site en ligne.
Alors que nous, Promo Vacances, se loger, on avait déjà tout, on était rentable, on gagnait de l'argent. À l'époque, en 2000, on gagnait déjà 1 million d'euros de résultats, à moitié Minitel et un petit peu d'Internet. Et quand je vois ça, bon, bah, je dis on n'est pas plus con que les autres. Je vais frapper à la porte de fond pour moi aussi me remplir les poches pour avoir de quoi me défendre face à toutes ces startups. Et très vite, les mecs, les yeux brillent, ils me disent « Ah, vous gagnez 1 million d'euros, et ben votre boîte, elle vaut 500 millions de francs. » Enfin, à l'époque, c'était encore des francs. Donc, vous gagnez 6 millions de francs. Allez, votre boîte en vaut 500 millions de francs. Et on y va, et on lève 15 millions d'euros, donc 100 millions de francs. Et on commence à se battre et à développer Promo Vacances. Alors là, on va dire des 2 produits Se Loger, Promo Vacances, le plus rigolo, le plus fun, c'était le voyage. C'était plus sympa de dire ah, je fais du voyage, ça fait rêver, etc., que de dire je fais les annonces immobilières. Donc Se Loger, c'était une petite équipe de 30 personnes qui était au fond d'un couloir. Et tout le reste de la boîte, c'était Promo Vacances, c'était 250 personnes. Donc, mais voilà le ratio, quoi. Et donc on développe Promo Vacances à fond, spot télé, etc. On dépense bien le pognon qu'on avait levé pour faire plaisir à tout le monde. En mai 2000, la bulle implose un mois plus tard. Donc les 3 VC qui avaient investi chez nous se mettent à nous détester et à détester la valo qu'ils avaient eux-mêmes proposée quelques mois plus tard. Bon, ça c'est la parenthèse. Donc, je démarre mon aventure entrepreneuriale avec des fonds dans un climat assez conflictuel parce que les mecs à peine arrivés tirent une tronche pas possible et ne croient plus dans le modèle, ni dans l'Internet, enfin bon, ni dans l'équipe. Donc c'est pas agréable d'avancer en ayant comme ça des actionnaires hein, qui ont toujours eu mon respect mais qui ne croient plus en vous. Bon. Ceci dit, ça ne nous a pas empêché, comme j'ai dit, de dépenser l'argent et de faire grossir la marque Promo Vacances, qui devient vraiment une marque, on va dire, amirale. Et on est en 2001. Pendant tout l'été 2001, je suis en train de négocier la cession de promovacances.com parce que je flairais quand même que c'était un métier à risque et à très faible marge. Et n'oublions pas que je bossais déjà depuis plus de 12 ans sur le sujet et on avait envie d'autre chose avec mes associés. Et donc, on avait une offre à l'époque entre des grands voyagistes, je peux les citer aujourd'hui, il y avait Havas, il y avait Caravelle, enfin, il y avait du monde qui pitchait le dossier. Et quand on est le 11 septembre, je suis en fait à 15 jours d'un closing où on va me remettre un chèque de 200 000, pas euros, mais de 200 millions de francs. Ce qui est, déjà une valorisation extraordinaire. Et je suis dans la voiture et j'entends la première tour qui tombe, la deuxième tour qui tombe. Et là, je me dis, OK, c'est bon, c'est la fin du monde. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que faisait Promo Vacances? Parce qu'il me semble que tu affrètais des avions par le monde. Oui, Promo Vacances, c'était un tour opérateur. Donc, notre boulot, c'était que les gens nous appellent pour partir en voyage, après avoir vu les offres sur Minitel, des offres discountées, et ensuite on les mettait dans des avions qui les emmenaient dans des hôtels à l'autre bout du monde. Et pour gagner encore plus d'argent, on avait pris d'énormes risques, puisque on affrètait nous-mêmes les avions, on achetait les nuitées d'hôtel, convaincus qu'on allait tout remplir. Et c'est ce qui se passait depuis des années, grâce au Minitel, on remplissait sans problème. Or, avec le 11 septembre, j'ai tout de suite la vision que le marché du tourisme va être sinistré, que plus personne va vouloir monter dans un avion et qu'on va être dans un climat de troisième guerre du monde. Donc déjà, dans ma tête, je tire un trait sur le chèque de 200 millions. Je sais que tous les acteurs du voyage vont être sinistrés et que le deal n'aura pas lieu. J'arrive au bureau, je vais voir le DAF, je lui dis, bon, où on en est il me dit, ben, c'est simple, on fera les payes de septembre, on ne fera pas les payes d'octobre. Avec la trésorerie qui était la nôtre à l'époque, et en partant du scénario que le robinet s'arrête et que le téléphone ne sonne plus et que plus personne ne parte. Ce qui a été le cas, puisque dès le lendemain, le téléphone sonnait pour des annulations. Donc on se retrouve dans le scénario catastrophe. Et là, heureusement, j'ai été excellemment bien conseillé, et on m'a dit, Denis, protège-toi parce que le tourisme, c'est du pénal. Tu as des gens qui sont un peu partout à travers le monde. Si tu n'es pas capable d'affréter les avions pour les ramener, etc.,
ta vie va devenir très compliquée. Et donc là, on me conseille d'aller au tribunal de commerce et de mettre la société sous mandat ad hoc. Donc c'est une procédure un peu particulière qui anticipe le dépôt de bilan et une continuation possible, etc. Et donc je fais cette démarche. Je vais au tribunal de commerce de Paris, je leur explique la situation. Bon, dans le climat post-11 septembre, les mecs comprennent qu'effectivement, on est dans une situation un peu dramatique, qu'il y a effectivement des milliers de gens à travers le monde qu'on ne va peut-être pas être capable de rapatrier. Bon, et il y a une cellule de crise qui se crée pour trouver une solution. Et là, en l'espace de moins d'un mois, ce mandataire ad hoc, qui est un saint, Henri Schrecky, qui est vraiment connu comme étant un très très bon mandataire, qui aime les entrepreneurs et qui les sauve, nous a accompagnés pour trouver la solution. Et la solution, ça a été qu'un des acheteurs qui était prêt à mettre plusieurs centaines de millions de francs, finalement s'intéresse quand même au dossier, il le connaissait bien, il l'avait pitché, et finalement rachète en l'état 1 euro la société Promo Vacances, la marque, les 180 personnes qui y bossaient. Et je me retrouve du jour au lendemain, donc on est fin octobre, un mois plus tard, à vendre cette boîte pour 1 euro et à essayer de me reconsolider avec ce qui reste. Et ce qui restait, c'était une maison mère où il y avait une direction générale, une DAF et un service marketing qui mutualisait toutes les autres activités et les 30 personnes de Se Loger. Sauf que entre la maison mère et Se Loger, on était toujours dans le rouge quand on faisait les comptes et qu'il fallait quand même licencier 35 personnes. On fait les calculs. Le coût du licenciement de 35 personnes, c'était 1 million d'euros, c'était 6 millions de francs. On ne les avait pas. Et donc là, avec mes associés, on dit qu'est-ce qu'on fait ? Soit on laisse la boîte partir dans le mur, là, on dépose pour de bon, ou est-ce qu'on sauve la boîte ? Et là, on sauve la boîte. Donc moi, je vais voir mes parents, je leur dis, bon ben, notre maison familiale de Saint-Malo, là, je vais vous faire pleurer, là. Donc la maison familiale de Saint-Malo, est-ce que je peux la vendre et récupérer ? Elle valait 2 millions de francs. Bon, je les ai récupérés. Cette maison a été vendue très vite. Mes deux associés ont raclé aussi, on va dire, le fond de leur poche. Et on a réuni les 6 millions uniquement qui allaient servir à licencier 35 personnes. On a été voir nos VC en leur disant, ben voilà, on recapitalise. Est-ce que vous mettez pas un centime ? Et donc ça, bon, c'est pour la petite histoire. Je crois que dans l'histoire de toutes les startups, on doit être une des seules boîtes à avoir dilué les VC. Je me retrouve surtout avec une filiale, plus qu'une seule, qui s'appelle seloger.com. Et là, j'en profite pour remercier Marc, parce que en fait, le succès qui vient après, c'est grâce au succès de Mythique. Comme vous le savez tous, quand des gens divorcent, et Mythique a été très contributeur, ça fait 2 déménagements, et donc ça fait 2 visiteurs uniques pour Se Loger. Donc ça a été très vertueux. Et ils partent en voyage, souvent. Et après, ils partent en voyage, donc ça a été pour Promo Vacances. Donc moi, voilà, je me retrouve, on est en 2001, j'ai vendu Promo Vacances pour 1 euro, j'ai vendu la maison de famille, et j'ai licencié 35 personnes. Et on n'est plus qu'une petite équipe, on reste à peine une 50aine, et il nous reste Se Loger. Et là, on remet les mains dans le cambouis. Qu'est-ce qui fait que j'ai trouvé la niaque ? Moi, j'ai envie de dire, c'est le reporting. C'est-à-dire que, voilà, dans les beaux tableaux Excel, le truc était au vert. Et donc ça, c'est aussi ça, là, on va dire dans les décisions d'entrepreneurs. C'est des fois, on le fait un peu à l'instinct, puis des fois, l'instinct est confirmé par des beaux tableaux. Et en général, c'est quand même très utile. Et donc, c'est ça qui nous a donné, je dirais, la vision de dire, si on tire avec la croissance organique de l'Internet, le nombre d'agents immobiliers en France, etc. Si un jour, comme on le visionnait, 90% des agences immobilières françaises mettront leurs annonces sur Internet, elles mettront leurs annonces sur le leader. Si le leader, c'est Se Loger, c'est bingo. Et donc, ça a été notre feuille de route, après, dans les 10 années qui ont suivi, jusqu'à encore aujourd'hui. Et donc, chaque année, on avait notre quota d'acquisition d'agences immobilières qui venait se rajouter aux autres avec un modèle d'abonnement. Et donc, les visiteurs grossissaient, le nombre d'annonces en ligne grossissait, le nombre d'agences immobilières clientes grossissait. Et donc, Se Loger a pu grossir comme ça. Et donc, pour conclure sur un petit peu l'aventure,
On est en 2004, donc on est déjà 3 ans plus tard. Et les fameux VCs dont je vous ai déjà parlé, qu'on avait dilués, j'ai envie de dire presque par vengeance, mais bon, ils avaient aussi leur propre logique, nous mettent un flingue sur la tempe pour nous dire, bon, on veut sortir et retrouver notre liquidité. Et donc, alors que la boîte était en pleine croissance, ils nous imposent un process de cession. Et dans ce process de cession, il y a bien sûr des acquéreurs, et on a un groupe que je peux nommer aujourd'hui, qui s'appelle le groupe Spire, qui était un des leaders de la petite annonce gratuite en presse, et que Se Loger emmerdait beaucoup. Et Spire nous fait une offre à 100 millions d'euros. Et là, les 3 VC disent, génial, pour eux, c'était par rapport aux 15 millions de francs, enfin, on va dire aux 15 millions d'euros qu'ils avaient mis au départ, c'était déjà extraordinaire pour eux. Et donc, ils veulent nous imposer ce deal. Et là, je me revois presque les supplier à genoux, avec toujours les tableaux, preuve à l'appui, en leur disant, mais attendez, donnez-moi au moins 1 an de plus. Dans 1 an, la boîte vaudra 2 fois plus. Et miracle, appâté quand même par le gain, il me donne 1 an de plus, mais signé, contractuel. Et donc 1 an plus tard, en 2005, je suis à nouveau obligé de remettre Se Loger en vente, alors que c'était toujours pas mon intention. On joue le jeu, on fait un process de vente, et là, par chance, on a toujours le groupe Spire et d'autres, le Figaro, enfin bon là, tout le paf des petites annonces qui salivent, mais on a aussi des fonds de développement et qui nous proposent des LBO. Et là, finalement, on arrive à closer avec le 3i sur une valeur de 200 millions d'euros. Donc je tiens ma promesse d'avoir doublé la valeur. Les VC peuvent sortir, tous les actionnaires qui souhaitent sortir sortent, et je continue l'aventure avec le LBO et avec 3i. 3i qui était là, ils m'ont réconcilié avec les financiers, c'était vraiment là des mecs au top. Et à peine avoir closé, ils me disent, Denis, là, il y a une fenêtre de tir pour introduire la boîte en bourse. Vous avez la croissance, vous avez le marché, vous avez tout ce qu'il faut. Et on dit, allez, ok, on y va. Et donc, année 2006, on consacre l'année à l'introduction en bourse. Et 1 an plus tard, jour pour jour, Se Loger est introduit en bourse sur une valeur de plus de 400 millions d'euros. Donc, on avait encore doublé en 1 an. Puisque des 200 millions de 3i, ça passe à 400 millions. 3i sort et je me retrouve à diriger une boîte cotée avec un flottant à 70%. Donc la boîte n'appartient entre guillemets plus à personne, sauf aux dirigeants, puisque les 30% qui ne sont pas dans la bourse appartiennent à l'équipe. Et on vit l'aventure, et une aventure où on déroule la feuille de route de la croissance des agences immobilières. Et l'histoire finit bien pour moi, parce que c'est vrai que l'aventure était merveilleuse, mais elle commençait par musée. Mon ADN n'était plus de diriger un train qui roule, même s'il roule à 100 à l'heure. Et donc, on a une OPA qui nous est proposée 4 ans plus tard, en 2010. Et donc, c'est le groupe Axel Springer, un gros groupe média allemand, qui vient nous proposer une OPA avec un cours d'action à 38 €. Et donc, ça valorisait la boîte à 630 millions d'euros.